Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique Sénat LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Aude Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du site du Nouvel Obs Le Plus et vous êtes une habituée d'LPCN. À vos côtés, Erwan Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, blogueur, directeur adjoint à la coordination des sites régionaux et ultramarins à France Télévisions. Bienvenue ensemble, nous allons donc voir l'actu de la semaine. MKM et Hidalgo qui font des chats vidéo, la sénatrice Caroline Cayeux qui utilise la dernière appli à la mode pour annoncer sa candidature, Patrick Mennucci qui utilise lui un logiciel pour cibler les sympathisants. Les candidats aux municipales affinent leur stratégie numérique. Alors gadget ou réel apport, zoom sur les candidats connectés. Erwan Gaucher, en 2008, lors des précédentes élections municipales, c'était un peu la préhistoire en termes de web campagne. Aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, c'est impossible pour un candidat de ne pas être sur le net, notamment pour les candidats des grandes villes. Il faut être présent pour eux sur les réseaux sociaux. Après, il y a une répartition qui est en train de se faire. C'est-à-dire que clairement, c'est Facebook qui va être le réseau social de cette élection municipale. Pourquoi et pas Twitter? C'est l'outil qu'ils utilisent le mieux. C'est celui avec lequel ils sont le plus à l'aise. Ils ont eu un petit peu plus le temps de l'appréhender. Et puis, ils sont dans un univers qu'ils maîtrisent plus. Si des commentaires leur plaisent pas, ils peuvent les supprimer. On doit liker une page. Donc, on est plus dans cet univers de supporters ou de militants. Sur Twitter, on est beaucoup plus dans une conversation personnelle et immédiate. Ils sont beaucoup moins habitués à ça. Donc, certains gros candidats de grandes villes savent le faire. Mais globalement, ça va plutôt être sur Facebook. Et puis, tout simplement, Facebook, c'est 26 millions de personnes qui sont inscrites. Twitter, c'est entre 5 et 7 millions. Quand vous voulez aller à l'efficace et toucher un maximum de monde, c'est Facebook. Donc ça va beaucoup se jouer sur Facebook, mais dans les grandes villes, ils seront obligés d'être aussi sur Twitter. Mais Aude, je vais un peu tempérer peut-être ce que dit Erwan. Il y a quand même des candidats qui ont l'impression, quand ils sont sur Facebook, que c'est presque privé. On l'a vu notamment avec des candidats FN, là, au municipal. Ils publient des choses sans véritablement contrôler très bien toujours l'outil, en fait. C'est toujours le problème de la nouveauté, c'est quand c'est nouveau, on maîtrise pas forcément. Mais je pense qu'il faut aussi nuancer parce que mine de rien, tout le monde n'est pas sur Twitter. Il y a une étude récemment qui est sortie. 3 candidats sur 4 sur l'ensemble des candidats municipaux sont sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou Twitter. Donc Erwan le soulignait à juste titre, il faut vraiment se concentrer sur les grandes villes pour avoir une présence quasi systématique sur les réseaux sociaux. Et on voit bien que les candidats, notamment, et les municipales, il y a un fort ancrage local dans cette élection. Et quand on est candidat d'une petite ville, donc du coup, il n'y a pas forcément de dimension nationale. On voit bien, par exemple, pour des villes comme Marseille, pour Marseille ou Paris ou encore Lille, il y a une dimension nationale à ces élections. Ça ne se joue pas qu'au niveau de la ville même. Tandis que quand on est maire d'un petit village ou d'une ville où il y a un peu moins d'habitants, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sur Twitter? Dans ces cas-là, ça peut être considéré comme un bonus. Et Erwan, il y a quelques initiatives là qui ont vu le jour. Je pense à la sénatrice Caroline Cayeux qui a utilisé pour annoncer sa candidature Bitstrips. Alors c'est quoi? C'est une application qui permet de créer une petite BD à votre effigie et de donner des statuts. Au lieu de dire je suis heureux aujourd'hui, ça va générer un dessin de vous dans une situation comme une petite BD pour dire je suis heureux. Et c'était plutôt bien vu. Alors il ne faut pas du tout s'attendre à voir ça émerger de façon importante pendant les municipales. Mais l'idée d'aller chercher une des dernières applications, un des derniers réseaux qui sort pour le faire et pour annoncer sa candidature, c'est plutôt bien vu parce que comme elle sait aujourd'hui que beaucoup de journalistes politiques regardent de très près ce qui se passe sur les réseaux, son annonce de candidature a peut-être été encore plus répercutée en le faisant comme ça. Elle n'est pas très connue au niveau national, du coup, ça permet d'avoir la lumière sur elle. Exactement, elle a mis la nouveauté en avant et plus que sa candidature, c'est parce qu'elle l'a fait par Bitstrip que ça a été répercuté. En niveau communication, c'était plutôt bien joué. Puis c'est pas un petit peu d'humour en plus dans une élection qui est parfois un petit peu sérieuse ou même quand on voit les candidats qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on est drôle, qu'on est cool, qu'on est branché, parce que finalement, ce qui compte, je pense qu'il faut être vigilant. On a tendance quelquefois à se dire « Ah, il est sur Twitter, donc de principe, c'est bien ». Après, il faut s'attacher aussi au fond. Si on est sur Twitter, et alors les Facebook, chats vidéo, par exemple, est-ce que c'est encore utile? On a un peu l'impression que c'est... écoutez, non, ça fait un peu gadget, mais... Quand on voit, par exemple, le Hangout qu'a fait Anne Hidalgo, on en a donc beaucoup un plus. chat vidéo, en voilà. gros.
Il y a une interaction sur YouTube avec des internautes. Ce qu'on voit, c'est que les papiers qui ont été faits dessus, c'était sur la forme. Anne Hidalgo a fait un hangout, un échange vidéo avec des internautes. Ce qui a été dit a finalement relativement peu d'importance dans ce cas-là. Puis on est toujours dans cette comparaison avec les élections américaines. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont envie de faire ce qu'ils ont vu parfois aux États-Unis. C'est vrai qu'un hangout avec Obama, c'est bien fait, c'est cool, ça donne une belle image. En France, c'est mal fait, c'est pas cool. C'est souvent quand même moins bien fait. Vous citiez Obama, je pense à Patrick Minucci, qui là, lors de la campagne des primaires, a utilisé un logiciel, Nation Builder, pour en fait fédérer les sympathisants sur le net et après, évidemment, les organiser sur le terrain. Ça, c'est l'avenir. Est-ce que ça a fait gagner... alors, Minucci a remercié l'avenir, je sais pas, le logiciel et les gens qui étaient derrière. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans l'utilisation du numérique pour s'afficher, mais on est dans l'utilisation du numérique pour organiser. Et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, ça a sans doute eu quand même un impact, parce qu'on a beaucoup dit que l'élection à Marseille, la primaire, s'était jouée notamment sur la mobilisation. Et on a vu la différence de mobilisation entre les deux tours. Et les logiciels qui permettent justement d'organiser cette mobilisation, de pouvoir vérifier quelles sont les personnes qui ne sont pas venues voter pour pouvoir aller quartier par quartier les remobiliser, ça avait très bien marché pour Obama. C'est un peu tôt pour dire que ça a permis à Minucci de gagner, mais en tout cas, on voit que là, on arrive dans une vraie stratégie. On n'est pas dans le simple affichage. On va utiliser les outils du numérique pour faire campagne et c'est beaucoup plus intéressant. Mais moi, ce que je trouve dommage avec l'utilisation des réseaux sociaux et notamment de Twitter qui permet une interaction et surtout une interaction rapide et immédiate, c'est qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance en fait dans le temps, si on compare par exemple à l'élection municipale de 2008 ou toutes celles qui ont suivi, plus on avance, plus on a envie de maîtriser, ce qui est tout à fait normal, mais moins il y a de spontanéité et finalement on s'éloigne de l'essence des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'interaction. Aujourd'hui, quand on voit les comptes des principaux candidats, notamment du côté de l'UMP, où il y a beaucoup de followers, que ce soit Christian Estrosi, que ce soit Alain Juppé, on est dans une délivrance unilatérale du message. Et finalement, on n'est pas dans l'échange, cette fameuse interactivité, on est dans la communication. Je vous donne un message, mais par contre, ne comptez surtout pas moi. En un mot, les municipales, ça sera de la communication. On pourrait souhaiter quand même de l'échange. On pourrait souhaiter, mais certains... Il y en a très peu. On verra d'ailleurs s'ils prennent aussi des photos. Je fais lien avec notre deuxième thème. Qu'y a-t-il de commun entre le pape François, Justin Bieber, Nadine Morano et Michelle Obama? La folie selfie, comprenez l'autoportrait 2.0. Star anonyme et politique, tout le monde s'est mis à se prendre en photo dans ce quotidien et à le partager sur les réseaux sociaux. À tel point que le prestigieux Oxford English Dictionary a élu selfie mot de l'année 2013. Aude, le selfie, c'est donc SO 2013. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un selfie? Alors un selfie, c'est tout simplement un autoportrait, donc une photo que vous allez prendre de vous avec votre téléphone portable. Après, je pense qu'il faut un petit peu relativiser ce phénomène parce que finalement l'autoportrait a toujours existé. Simplement, c'est d'une part la technique qui a permis de démocratiser avec l'apparition des iPhones et ce mode sur le téléphone où quand vous avez un smartphone, il vous suffit de cliquer sur un bouton et en fait, vous allez pouvoir vous voir dans votre téléphone. Donc vous maîtrisez plutôt bien cet autoportrait. Et évidemment, le développement de réseaux sociaux comme Instagram qui sont dédiés à la photo ont permis l'émergence et surtout l'explosion de ce type de photos. Oui, Erwan, il y a quand même 56 millions de publications sur Instagram. Donc, le réseau social de partage de photos, c'est énorme. C'est donc le phénomène 2013. Même le JT de France 2 en a fait un sujet cette semaine, c'est dire. C'est bien la preuve que c'est un phénomène dont il faut parler. Non, mais comme disait Aude, en effet, la fonction qui permet de maîtriser ça sur son téléphone le rend beaucoup plus simple à faire. Ça donne envie à tout le monde de le faire. Et puis, c'est tout simplement la traduction en plus avec les nouveaux outils de ce que faisait à peu près tout le monde aussi à une époque. C'est dès que vous voyez quelqu'un de connu, vous essayez de demander à quelqu'un de faire une photo avec lui. Celle qu'on voit avec le pape est quand même assez extraordinaire là-dessus. Là aussi, on est dans un nouveau mode de communication des gens un petit peu connus ou des politiques. Ça fait des photos assez simples, assez cool. On n'est pas sur la qualité de la photo. On est vraiment sur l'instantanéité, même si les cadrages sont beaucoup plus pensés parfois qu'on ne le croit. Oui, parce qu'on s'en fiche du cadrage et souvent, ça c'est notamment dans le milieu du mannequinat où on voit beaucoup de selfies. Les jeunes filles qui mettent en général des légendes en disant « Oh là là, j'ai vraiment une sale tête aujourd'hui ». Ce qu'on voit, c'est que d'ailleurs Kim Kardashian, la fameuse Kim Kardashian, a publié une vidéo extrêmement populaire en expliquant
quelles sont les bonnes recettes pour prendre une bonne selfie. Et il faut prendre 20, 30 photos de soi pour en avoir une de bonne. Et on va prendre celle où on est un petit peu flou, mais pas trop, où le cadrage est légèrement imparfait. Mais au final, on maîtrise quand même son image. Et c'est pour ça que c'est un moyen de communication qui est vraiment intéressant. Donc c'est pas que du narcissisme 2.0, c'est aussi du marketing. C'est complètement du marketing de l'image et c'est très bien fait par certains. C'est peut-être aussi... Michelle Obama, parce qu'elle est quand même, c'est quand même très fort. Elle se photographie avec son chien. On en revient comme tout à l'heure. C'est cool, ça marche. Et comme tout à l'heure, quand certains hommes politiques ou femmes politiques français le font, ça fait pas tout à fait le même résultat. Vous pensez à qui, Erwan ? J'aurais tendance à penser à Nadine Morano, dont les selfies sont peut-être un peu moins cool que ceux de Michelle Obama. Il faut faire aussi attention, et ça, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas toujours, à l'impression qu'il donne sur les réseaux. C'est-à-dire que Michelle Obama peut faire une photo un peu banale, elle va avoir l'air cool parce que globalement, elle est plutôt appréciée sur les réseaux. Certains autres hommes et femmes politiques le sont un petit peu moins et le selfie va être assez moqué rapidement. Mais même si le pape François le fait, est-ce qu'on pourrait imaginer un Jean-Marc Ayrault, un François Hollande La preuve, vous venez de montrer une image juste derrière vous, et c'est pour ça que, d'une part, ça normalise la personnalité et surtout la personne politique, surtout quand elle s'affiche avec d'autres personnes, enfin des gens un peu lambda comme vous et moi. Et puis surtout, ça crée un phénomène d'identification assez fort, parce que du coup, la personne politique se met à notre niveau plutôt que d'être dans une photo ultra maîtrisée. Et puis, même nous, quand on se dit, j'ai fait un selfie comme Obama, comme le pape François, comme un astronaute. Et vous faites des selfies sur quoi, avec des chatons Vous aimez bien les chats quand même, donc. Moi, j'avoue que je fais pas de selfie. J'en ai fait un hier soir pour préparer l'émission et justement pour appliquer les méthodes de Kim Kardashian. Et effectivement, on en a pris 15 avec un ami avant d'en avoir une de bien, parce que quand on se voit, les angles sont souvent quand même assez vilains. Et vous, Erwan ? Moi, je fais un combo, c'est selfie à la plage. Ah d'accord. Comme ça, il y a tout. À la plage en Bretagne. Bien sûr. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac, la reine du selfie, qui toutes les semaines nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors cette semaine, vous allez nous parler de ce sein que nous ne saurions voir. Eh oui, Gustave Courbet et La Voix du Nord, même combat, car s'ils sont tous les deux victimes de la censure aveugle de Facebook. Mercredi, impossible pour les 160 000 abonnés de la page du quotidien régional du Nord-Pas-de-Calais de se connecter, et tout simplement parce que Facebook avait supprimé la page. Alors vous dites que La Voix du Nord a dû y aller très fort pour se faire censurer. Tenir des propos racistes, non. Insulter ses lecteurs, non plus. Diffuser du contenu pornographique, non. Enfin, si, visiblement, aux yeux de Facebook, qui considère que La Voix du Nord a enfreint les standards de la communauté facebookienne. Alors en cause, une photo de mammographie sur laquelle on voit un sein, assez normal pour un examen du dit sein. Cette image accompagnait l'annonce d'un chat organisé par le quotidien avec une gynécologue, l'occasion de poser finalement en direct des questions sur les cancers féminins. Alors le chat a bien eu lieu sur le site de La Voix du Nord, mais pendant ce temps-là, la page Facebook de La Voix du Nord était totalement en rade. Mais alors du coup, Lise, La Voix du Nord a trouvé une parade assez marrante finalement. Bah oui, finalement, la résistance à Facebook s'est organisée. Eh bien, je vous le donne en mille sur Twitter. Les journalistes de La Voix du Nord ont préféré rire de la situation en publiant des photos de leur page Facebook assez artisanale. Une feuille affichée dans la rédaction sur laquelle ils prévoient d'écrire à la main les commentaires des lecteurs et d'ironiser: le jour où le monde atteint le million de fans sur Facebook, on se fait bloquer notre page. Coïncidence, nous ne croyons pas. Le blocage aura quand même duré toute la journée, et pour fêter la réouverture de la page, eh bien, ils ont diffusé une photo de l'île de Sein sur Twitter et une photo d'un sein S-A-I-N-T cette fois sur Facebook. Rappelons que la nudité sur Facebook a toujours posé problème. Régulièrement, des œuvres y sont censurées. Le musée du jeu de paume ou encore le centre Pompidou en ont déjà fait les frais. Et pendant ce temps-là, eh bien, Facebook tolère des vidéos de décapitation. Oui, vous avez bien entendu, de décapitation. Alors pour éviter la censure, préférez donc l'ignominie d'une décapitation à la beauté et la poésie de l'origine du monde de Gustave Courbet, ou au réalisme utile d'une mammographie. Et évidemment, les tétons de la jante masculine, eux, sont tolérés, je suppose. Erwan et Aude, là, c'est comme ça. Hein. C'est pouce en bas. Complètement. C'est vraiment... c'est archaïque même. Totalement. D'ailleurs, on va se prendre une selfie pouce en bas pour protester contre ça. Une selfie pouce en bas. Je propose autre chose. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties, vos suggestions sur mon compte Twitter. À la semaine prochaine. Salut à tous.